va mettre les pieds dans le plat dans cette première session, croissance et profitabilité. Comment innover finalement dans un contexte et dans la frugalité, c'est-à-dire finalement en faisant peu, mais tout aussi bien, si ce n'est mieux. Dans un contexte effectivement sous pression, que ce soit le business, que ce soit le commerce en particulier. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a vraiment vu ce croisement de la courbe avec le développement des technologies qui a finalement dépassé la capacité de la courbe d'adaptabilité de l'être humain. Et c'est là où généralement il y a une source de tension, une source de pression, puisque finalement la technologie va plus vite que notre capacité à pouvoir s'en emparer. Et donc généralement, ça suscite des questions, des tensions, parfois philosophiques, parfois aussi très terre à terre d'un point de vue business. À la sortie du Covid, on disait new normal, on parlait d'un monde nouveau, différent. Aujourd'hui, il n'est plus question de parler de normalité, puisqu'en fait, le consommateur, on s'en rend compte au quotidien, vous vous en rendez compte dans vos entreprises, décide vraiment en fonction des facteurs qu'il rencontre, en fonction des tensions, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient personnelles, en fonction d'un contexte politique, économique très contraint. Et puis, on l'a vu aussi en fonction d'un contexte aussi technologique. Donc finalement, il prend ses décisions vraiment au quotidien en fonction de ces contraintes du jour. Tout ça s'inscrit dans un contexte plus général d'inflation qu'on connaît tous et qui effectivement a un impact directement sur le pouvoir d'achat et puis sur une approche très particulière qui est finalement l'accessibilité à l'immobilier qui est très proche. C'est avoir un toit sur la tête, donc c'est pas négligeable comme situation et comme intérêt. Et effectivement, depuis 2 ans, on voit un accès qui est de plus en plus limité. Et donc là, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis et plus de 50% des personnes interrogées estiment en fait finalement le fait de pouvoir acheter un appartement ou une maison de moins en moins atteignable et de moins en moins possible. Et vous voyez la courbe qui est sur la gauche qui correspond finalement aux 18-29 ans qui continuent à habiter chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur propre logement. Alors bien sûr, dans tout ça, on a les consommateurs d'un côté, on a les entreprises de l'autre qui essaient d'ajuster leurs prix en fonction, parfois de manière plus ou moins bien. Et on voit un petit peu cette lutte entre les distributeurs qui sont en front avec les clients et puis effectivement les marques qui parfois réduisent les quantités, augmentent les prix. Et donc on voit un certain nombre de tensions. On l'avait vu déjà, on avait commencé à le voir l'année dernière à Las Vegas et aussi à New York, des magasins et les produits de première nécessité qui sont sous scellés. Donc là, on voit la viande, un paquet de fromage, de la lessive, des produits de type dentifrice, brosse à dents, où finalement, tout est sous scellé. Il faut demander aux vendeurs pour pouvoir avoir accès aux produits, parce qu'effectivement, il y a une explosion du vol. Et à la NRF, on a vu un certain nombre de technologies qui d'ailleurs à l'origine n'étaient pas forcément destinées à ça, mais qui qui ont répondu finalement à un besoin du marché. Et on voit Everseen ou Vision qui détectent en fait des comportements suspects ou des comportements frauduleux et qui vont pouvoir déclencher des actions en temps réel pour répondre à cet enjeu de vol. Alors des années avec de multiples crises, effectivement, c'est pas la première, ce sera pas non plus la dernière, mais quand même un consommateur qui est globalement assez découragé. Et on l'a vu pour ceux qui étaient là à la keynote d'introduction du Hub Forum, notamment effectivement sur cette nouvelle génération qui est un peu désengagée, notamment dans le milieu du travail, parce qu'elle a du mal à donner du sens à ce qu'elle fait au monde actuel de manière générale. Et là, on le voit effectivement dans l'étude Kantar. Moins de 50% des personnes interrogées ont confiance dans l'ingéniosité américaine pour résoudre les problèmes de son pays. Donc on voit aussi qu'il y a une perte de confiance dans finalement globalement le système. Alors ça vient s'accélérer avec l'hyper-polarisation et on le voit au quotidien s'affronter les automobilistes, les vélos, transports publics, les riches, les pauvres, les conservateurs, les progressistes et finalement on voit chaque jour s'accélérer cette radicalisation. On pourrait penser qu'en contexte contraint et un peu de crise, on renforce le vivre ensemble. Et pour autant, on voit des attitudes assez différentes. Et notamment, le fait que le consommateur, le citoyen va se retourner sur soi. À défaut d'avoir finalement des repères stables à l'extérieur, il va chercher vraiment à sortir de cette négativité et à chercher l'auto-soin, l'évasion, la positivité et vraiment travailler des moments pour soi. Et puis dans un contexte assez incertain d'un point de vue financier,
chercher quand même à valoriser son intérêt personnel, à atteindre la richesse recherchée, et donc vraiment à avoir plutôt à se recentrer sur son bien-être et sur son développement. Alors face à ce contexte qui, je vous l'accorde, est pas évident, il y a effectivement un certain nombre d'initiatives et il y a un certain nombre aussi de facteurs qu'on voit, et notamment le fait de revenir aux basiques. Revenir aux basiques, c'est revenir finalement aux entreprises qui ont des modèles économiques qui sont éprouvés, qui sont héroïstes, à minima, à moyen terme, si ce n'est à court terme aujourd'hui. Et donc on voit 2023 et là ce début 2024, un contexte très compliqué pour les startups, pour les licornes. 3200 startups qui ont fait faillite en 2023 dans le monde, ce qui représentait 27 milliards de dollars en financement de capital risque perdu. Beaucoup moins de VC sur le marché, des valorisations moins importantes. On a vu aussi, on continue à voir effectivement des licenciements notamment chez les grands acteurs de la tech américains. Donc voilà, un contexte plus compliqué pour des modèles moins éprouvés. La faillite d'un certain nombre de startups, Hyperloop, WeWork. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la série We Crashed ? Ouais, je vois pas trop, je vois juste une ou deux personnes. Je vous conseille fortement de la voir. C'est sur l'histoire de WeWork et effectivement la folie de la valorisation de cette entreprise. Opin, qui a explosé pendant le Covid, puisque c'était la digitalisation des événements, qui a levé plus d'1,6 milliard de dollars et qui s'est vendu 15 millions de dollars. Donc on voit effectivement la chute assez rude. Zoomy sur la livraison de pizza ou encore les trottinettes Bird. Alors on voit bien que finalement le sujet c'est plus le nice to have, c'est vraiment le must have, c'est ce qui va faire, c'est la technologie qui va faire que la valeur va se créer, que le modèle économique va perdurer, va être performant, va être rentable. Et donc tous les sujets un peu de métaverse, NFT se délitent assez fortement. La blockchain, oui, mais vraiment sur des sujets très pointus qui vont servir le business et qui vont permettre vraiment de générer de la valeur et de la qualité. Alors, il y a quand même quelques entreprises qui s'en sortent plutôt bien et malgré avoir perdu quelques milliards, dizaines de milliards de dollars dans le métaverse, restent au top. Mais globalement, surtout au regard un peu de l'actualité et de l'émergence des technologies autour de l'intelligence artificielle générative, on peut se demander si finalement 2024 c'est pas l'année un peu IA Gen, la planche de salut pour les startups, puisque principalement sur les dernières grosses levées de fonds en tout cas, et je pense notamment à Mistral, ce sont autour de ces technologies. Alors l'IA, en général, l'intelligence artificielle, on l'a vu partout. Vraiment, c'était très marquant, à juste titre, parfois moins, mais en tout cas, on l'a vu beaucoup au CES, à la NRF, que ce soit dans la Smart City, dans la Smart Industry, dans la santé, dans les maisons, dans le retail aussi. Il y avait la présentation d'une capsule qui a été faite en collaboration entre The Couples et Imki sur une collection qui a été générée via de l'IA Gen sur la base des collections précédentes de la marque et des avis des consommateurs et des clients. On l'a vu à la NRF, Microsoft qui a présenté plus de 30 démos et cas d'usage autour du retail et du e-commerce, que ce soit sur le Cloud for Retail, que ce soit sur Copilot, sur Dynamics, sur les partenariats qu'ils peuvent avoir avec d'autres, notamment Adobe. Donc beaucoup de démos. Google aussi qui n'est pas en reste, notamment Gemini et Bard sur la génération de code, de texte, d'images, mais aussi sur la supply chain, la capacité à pouvoir générer des campagnes publicitaires, des campagnes presse ou effectivement des images. Donc on le voit bien, et ça Emmanuel reviendra dessus notamment cet après-midi sur le fait de maîtriser l'IA qui devient vraiment une compétence qui s'applique à tous les secteurs d'activité et à tous les métiers. Alors à un certain niveau, un certain degré de rapidité, mais en tout cas qui a un impact direct dans les secteurs, dans les métiers et donc dans le business et la performance des entreprises. Alors c'est le grand retour aussi des chatbots. Mais alors plutôt là vraiment au service finalement de l'excellence opérationnelle en interne, des chatbots qui sont on va dire d'une deuxième génération qui intègrent ces technologies d'IA Gen. Donc on a le cas de Carrefour par exemple avec Askia qui permet de répondre finalement de manière efficace, rapide à des questions régulières. Walmart qui met en place un chatbot interne pour avoir accès aux articles, aux différents magasins, aux plans, consulter les prix, les promotions et finalement rendre le collaborateur le plus autonome possible pour pouvoir délivrer la meilleure expérience, ou encore Schneider ou BPCE, et on a vu effectivement ces derniers mois des programmes assez importants mis en place dans le secteur de la banque et de la finance.
Je parlais rapidement de Walmart, donc là on le voit, hein, comment rendre autonome l'employé, notamment avec des applications, travailler sur l'inventaire optimisé, sur la gestion de l'emploi du temps, sur l'accessibilité à l'information, à la formation, notamment pour les livraisons, pour la préparation des commandes. Et puis c'est vrai que si on regarde un petit peu, alors c'est une slide qui date mais qui est intéressante et qu'on a conservée parce qu'on voit que malgré tout les investissements et les secteurs évoluent pas en ce sens. Si on regarde, ça c'est vous avez en bleu clair les investissements marketing et en bleu foncé les investissements dans la R&D. Celui qui investit, qui est le plus gros annonceur, certes, c'est effectivement Amazon, mais c'est aussi l'entreprise qui investit aujourd'hui le plus dans la R&D. Et c'est ça qui va lui permettre aujourd'hui d'être le numéro 1 sur le service client, donc qui offre le meilleur service client, le numéro 1 sur la livraison la plus rapide, la plus fiable, le numéro 1 sur le rapport qualité-prix et le numéro 1 effectivement sur le fait de trouver a priori, on trouve à peu près tout ce qu'on cherche sur Amazon. Donc c'est pas juste le fruit du hasard, c'est le fruit effectivement d'un investissement dans l'innovation, d'un investissement dans la recherche et le développement qui permet d'avoir cette équation service, livraison, prix et choix. L'immédiateté, l'expérience, encore une fois, effectivement, le prix, hein, on l'a vu au début, c'est un facteur qui va être important pour le consommateur. Alors dans tout ça, on peut quand même se demander qu'est-ce qui reste à l'impact, qu'est-ce qui reste à la RSE, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années, en tout cas à la sortie du Covid. Qu'est-ce qu'attendent ces consommateurs ? Ces consommateurs, ils attendent toujours un rôle important de la part de l'entreprise, des engagements, des services, notamment des plateformes de revente d'occasion sur le site, de contribuer finalement, que l'entreprise contribue à l'impact écologique et puis plus globalement à l'évolution de la société et de l'écosystème. Et il y a un certain nombre de marques qui s'engagent. Decathlon, on l'a vu avec l'abonnement, la location, la seconde main. BMW sur un prototype de voiture construit qui soit 100% recyclable. Le partenariat Back Market et Castorama pour reconditionner les produits. Le jean qui se décompose en moins de 4 mois. Et puis le retraitement des déchets. Effectivement, les déchets des uns peuvent faire les ressources et la matière première des autres. Alors, on parle d'un monde VUCA déjà depuis quelques années maintenant. Malheureusement, ou en tout cas, c'est un contexte qui est le nôtre. Aujourd'hui, on parle un peu plus d'un monde banni qui en fait référence à de l'anxiété, qui fait référence à quelque chose de non linéaire, de moins compréhensible, de moins palpable. On l'a vu, qui évolue finalement au jour le jour avec des prises de décision qui se font dans des contextes complexe. Et finalement, on s'interroge, et on va beaucoup en parler pendant ces 2 jours, en quoi l'IA est une des clés pour continuer à optimiser la performance des entreprises, l'expérience client, mieux gérer ses données, et puis pouvoir anticiper au quotidien les tendances du futur, mais surtout les tendances de demain et d'après-demain, pour vraiment coller au plus près le consommateur. Pour conclure, on peut peut-être se poser la question de quelle est la bonne équation, une fois qu'on s'est dit un petit peu tout ça. D'un côté, on va chercher vraiment à avoir une offre qui soit la plus pertinente par rapport au reste du marché, avec des produits de qualité. On l'a vu, la volonté du consommateur d'aller chercher de la valeur, quelque chose de qualité, des prix qui soient justes. Une simplicité de l'achat, donc continuer à travailler la fluidité du parcours client, mettre une touche de différenciation, la singularité de l'entreprise, de la marque est très important, puisqu'on le voit, c'est compliqué d'émerger dans ce contexte, donc il faut vraiment travailler cette différenciation. Et puis côté, on va dire plutôt client, proposer une meilleure productivité, une meilleure rentabilité que les autres entreprises. Et là, ça va être une adéquation entre une offre, une meilleure offre, une supply chain qui soit agile, qui soit résiliente, qui soit capable de s'adapter en fonction justement de l'évolution du contexte et de ces facteurs. Une main-d'œuvre, des collaborateurs efficaces qui soient accompagnés, formés, équipés
On l'a beaucoup vu ça à la NRF, un marketing qui soit piloté par la donnée, des efforts de durabilité quand même, et puis effectivement très important qu'il y ait une organisation qui soit alignée et que dans l'entreprise tout le monde avance au même rythme et qu'il n'y ait pas un écart entre l'expérience par exemple qui est proposée en ligne et puis celle qui est proposée en point de vente ou par exemple dans la supply chain ou dans la livraison. Avoir vraiment cette vision globale. Encore une fois, c'est pas évident dans ce contexte à certains, mais c'est absolument stratégique pour vraiment asseoir ou en tout cas continuer à développer la performance de l'entreprise. Voilà pour cette équation en tout cas finale. On espère que vous allez pouvoir trouver un certain nombre de réponses pendant ces 2 jours. En tout cas, c'est l'objectif, c'est comme ça qu'on a construit l'agenda. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants à la sortie au village de l'innovation. N'hésitez pas à aller au masterclass, qui est un format plus interactif. Si vous avez des calls ou des rendez-vous, vous avez un espace de coworking à votre disposition. Mais voilà, profitez de ces 2 jours. On est vraiment à votre disposition pour vous apporter le meilleur des insights. Toutes les interventions du Web Institute, en tout cas, sont captées. Vous pourrez les revoir. Et puis, pour les membres, vous y aurez accès sur votre espace. Je vous remercie pour votre attention.